Bonjour chers étudiants, nous allons continuer les cours de la pathologie néphrologique. Puis nous allons aborder un chapitre très important d'une néphropathie secondaire qui est la néphropathie lupique. Dans ce cours, nous allons voir après une brève introduction le tableau clinico-biologique de la néphropathie lupique. Je vais vous parler de la pathogénie de la néphropathie lupique, de l'histologie rénale qui revêt un caractère important dans cette pathologie et qui constitue aujourd'hui le seul moyen de classification et surtout de décision thérapeutique chez les patientes lupiques. Enfin, nous allons terminer avec le traitement avant de dire un mot sur l'évolution et les pronostics de cette pathologie. Je pense, comme vous le savez tous, puisque c'est quelque chose que vous avez vu probablement l'année dernière dans les cours de pathologie de système, le lupus érythémateux aigu disséminé est une maladie systémique auto-immune caractérisée par une stimulation du lymphocyte B, responsable de la sécrétion d'anticorps d'immunoglobulines qui sont en réalité des auto-anticorps. L'atteinte rénale est fréquente au cours du lupus et conditionne le pronostic. Le moment de la survenue de l'atteinte rénale au cours du lupus est très variable. Elle peut être révélatrice de la maladie. Elle peut survenir 3 à 6 mois après la découverte de la maladie, comme elle peut survenir plusieurs années par la suite. La prévalence de cette maladie dans la population générale est de l'ordre de 250 sur 100 000 habitants, mais il faut dire que cette prévalence est très variable selon les régions et les pays. Il faut savoir que la région du pourtour méditerranéen et notre pays en particulier, la prévalence de cette maladie est trop élevée. Que peut-on dire de la néphropathie lupique qui est l'objet? Comment se présente le tableau clinico-biologique de la néphropathie lupique? Donc, nous parlons d'une atteinte rénale, donc les signes rénaux, c'est ce que nous allons aborder en premier. Les signes rénaux de la néphropathie lupique sont les signes d'une atteinte glomérulaire, faite d'un sédiment urinaire actif avec une protéinurie d'abondance variable, mais c'est une protéinurie non sélective, associée ou pas à une hématurie. Cliniquement, nous pouvons observer une hypertension artérielle et l'insuffisance rénale peut apparaître d'emblée ou au cours de l'évolution. Biologiquement, selon l'abondance de la protéinurie, nous pouvons assister à un syndrome néphrotique impur avec un sédiment urinaire actif fait de protéinurie immaturée. Il pourrait s'agir d'un syndrome néphritique aigu ou bien d'emblée d'un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive tel qu'on en avait parlé dans le premier cours. Et ce syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive dans le cadre de la néphropathie lupique constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. L'atteinte rénale est exceptionnellement isolée dans le cadre du lupus et il faudrait s'acharner à trouver les autres types d'atteintes extra-rénales afin de pouvoir trouver les critères diagnostiques d'une maladie lupique quand celle-là n'est pas connue. Ainsi, nous allons chercher l'atteinte cardiaque qui peut être faite d'une péricardite, d'une endocardite ou d'une myocardite, qui est la forme sévère de l'atteinte cardiaque au cours du lupus. On peut trouver une atteinte neurologique allant de simples troubles de confusion ou bien des troubles dépressifs jusqu'à des véritables convulsions. Des atteintes cutanées avec les différents critères selon la classification de l'American College of Rheumatology, l'ACR. L'atteinte hématologique avec l'anémie, la leucopénie, la lymphopénie dont on va parler par la suite. Et surtout, nous allons demander toujours la sérologie lupique. La sérologie lipique avec la recherche
ou la recherche des anticorps ou des auto-anticorps à type d'anticorps anti-noyau, anti-DNA, anti-SM, anti-C1Q si on a la possibilité de les chercher et les antinucléosomes. Toujours dans le cadre du lupus et surtout au moment de la poussée de la maladie, nous allons assister à une consommation du complément avec une C3, C4 qui sont consommés et le CA50. Bien sûr, toujours, avant de demander ces anticorps, nous allons chercher un syndrome inflammatoire avec une VS accélérée, une CRP élevée mais non d'origine infectieuse et une atteinte hématologique comme on l'avait cité précédemment avec une anémie inflammatoire, hypochrome microcytaire, une leucopénie et surtout une lymphopénie. La thrombopénie peut être associée à ce syndrome et peut retarder la réalisation de la ponction biopsie rénale. Alors, devant l'ensemble de ces signes clinico-biologiques rénal et extra-rénal, nous allons retenir le diagnostic d'un lupus systémique si nous avons 4 critères des 11 critères de l'ACR ou de l'American College of Rheumatology. 4 critères faisant partie de l'atteinte dermatologique, l'atteinte articulaire, l'atteinte cardiaque, l'atteinte rénale, hématologique, neurologique, comme j'ai dit précédemment, convulsions ou psychose, et les désordres immunologiques à côté de la présence d'un taux anormal d'anticorps antinucléaires. Bien sûr, la présence de 4 de ces critères parmi 11 serait suffisante de porter le diagnostic de lupus et de rattacher l'atteinte rénale à une néphropathie lupique qui ne va pas nous permettre de ne pas réaliser une biopsie rénale, bien au contraire, la réalisation de la biopsie rénale sera toujours indiquée afin d'avoir la classification histologique. Donc, à côté de la classification classique ancienne de l'ACR, il y a une nouvelle classification dont je ne ferai que vous la montrer ici, la classification de SLIC avec les différents types de signes cliniques. Elle est plus élargie, plus exhaustive en détaillant les lésions cutanées, les lésions articulaires, l'atteinte pleurale ou pleuropéricardique. Donc, l'atteinte rénale, comme vous le voyez ici, allant de la simple protéinurie, hématurie jusqu'au syndrome néphrotique, et l'atteinte neurologique avec plus de précision sur les différents types d'atteintes neurologiques qui pourraient être observées au cours du lupus. Les atteintes hématologiques, comme vous le voyez au numéro 9, avec la leucopénie, la thrombopénie en l'absence d'autres causes médicamenteuses ou d'hypertension portale. Les critères immunologiques est une étape importante dans le diagnostic du lupus avec la recherche des auto-anticorps antinucléaires, les auto-anticorps anti-DNA natifs et de la présence d'anticorps dirigés contre l'antigène SM. Les anticorps antiphospholipides sont également intéressants à rechercher par la présence d'un anticoagulant circulant, d'une sérologie syphilitique faussement positive ou par la recherche des anticardiolipines. Pourquoi il est intéressant de les chercher? Parce que ces patientes ayant une néphropathie lupique associée avec des anticorps antiphospholipides sont exposées à faire davantage de complications thrombotiques, des complications thromboemboliques. La diminution du complément, comme dit précédemment, est un élément à rechercher. Et finalement, selon cette classification, on retient un lupus systémique si nous avons 4 critères, donc au moins un critère clinique et un critère immunologique, ou bien si nous avons une preuve histologique d'une atteinte lupique avec un anticorps antinucléaire ou un anti-DNA natif. Au cours de la néphropathie lupique, quelles sont les lésions tissulaires rénales qui peuvent être observées et quelle est leur origine?
Alors, la pathogénie des lésions tissulaires rénales est très variable. Elle est la conséquence de l'état inflammatoire et de la cytotoxicité de ces auto-anticorps. Ainsi, nous allons pouvoir trouver ces auto-anticorps complexés à des antigènes qui vont se déposer au niveau du tissu mésangial, donnant des lésions mésangiales, au niveau de la membrane basale glomérulaire, comme l'image au milieu, donnant des glomérulonéphrite extramembraneuses, ou bien au niveau de la cellule endothéliale, donnant des glomérulonéphrite endocapillaires. Ces complexes humains, quand ils sont de petites quantités, quand ils sont stables, de taille intermédiaire avec une haute affinité, ils ont tendance à se localiser au niveau du tissu mésangial et donnant ce qu'on appelle aujourd'hui la néphropathie lupique mésangiale, qui peut être minimale avec des simples dépôts objectivés en immunofluorescence et sans prolifération, ou bien ça peut être une néphropathie mésangiale proliférative réelle, comme on verra tout à l'heure dans l'histologie. Quand ces dépôts sont de plus grande taille, avec nombreux, de forte avidité, le mésangiome sera débordé et nous allons voir apparaître ces auto-anticorps en sous-endothéliaux, réalisant ce qu'on appelle une glomérulonéphrite endocapillaire. Parfois, ces complexes humains sont dissociés, ils vont apparaître en sous-épithéliaux, c'est-à-dire à l'extérieur de la membrane basale glomérulaire et entre la membrane basale glomérulaire et les podocytes, réalisant ce qu'on appelle des dépôts extramembraneux. Donc, dans le premier cas où les lésions sont déposées au niveau du mésangiome, nous allons avoir cette hypercellularité mésangiale et une accumulation de la matrice mésangiale, comme vous le voyez sur ces images. Quand les dépôts sont de abondants, de grande avidité, ça va être des dépôts sous-endothéliaux et la forme endocapillaire est la forme la plus grave parce qu'elle crée une inflammation à l'intérieur du flocculus avec accumulation des leucocytes, une prolifération endocapillaire. Quand la prolifération est très importante avec de la nécrose fibrinoïde, comme vous le voyez sur l'image de notre glomérule en haut à droite, cette inflammation va créer une rupture de la barrière de filtration glomérulaire et apparition des éléments inflammatoires dans l'espace urinaire qui va stimuler les cellules podocytaires et créer une prolifération extracapillaire associée. Quand les dépôts se déposent entre la membrane basale glomérulaire et les podocytes, ça donne des dépôts extramembraneux et ça réalise la forme d'une glomérulonéphrite extramembraneuse. Maintenant, nous allons voir la biopsie rénale dans la néphropathie lupique. Pourquoi faut-il faire une biopsie rénale? À quel moment il faut faire une biopsie rénale? Et surtout, combien de fois faut-il faire la biopsie rénale? Alors pourquoi faut-il faire la biopsie rénale? Il faut dire que la biopsie rénale nous permet de donner la forme lésionnelle de l'atteinte histologique au cours du lupus. Elle nous permet également de préciser le potentiel évolutif en distinguant si les lésions actuelles de la personne sont actives, inflammatoires, ça veut dire qu'ils peuvent être sujettes à une réversibilité potentielle, ou plutôt des lésions scléreuses, fibroses, irréversibles. Il nous permet d'orienter la thérapeutique. Il nous permet d'assurer le suivi et surtout, dans certains cas, quand le lupus n'a pas été connu, nous permet de faire le diagnostic de la maladie lupique quand l'atteinte rénale était inaugurale au cours du lupus. La biopsie rénale est-elle toujours nécessaire? Il faut dire que cette biopsie rénale est obligatoire si on a un syndrome glomérulaire, même s'il s'agit d'une simple hématurie protéinurie avec un diagnostic incertain de lupus.
quand on a un lupus connu avec un sédiment urinaire qui apparaît et qui n'existait pas auparavant. Quand on a un lupus érythémateux disséminé avec un syndrome néphrotique et un sédiment urinaire qui est peu actif. Par ailleurs, la biopsie rénale peut être discutable ou en tout cas elle ne sera pas réalisée d'emblée si le diagnostic clinique de néphropathie lupique proliférative diffuse est évident cliniquement et biologiquement avec une personne qui se présente avec un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressive, un syndrome urinaire actif et une sérologie lupique positive. Dans ce cas-là, l'urgence étant de traiter la patiente et la biopsie peut être reportée le temps qu'il y a une récupération ou une amélioration de l'état clinique de la patiente, surtout s'il existe une thrombopénie qui peut contre-indiquer la biopsie rénale. Combien de fois nous allons réaliser la biopsie rénale chez une patiente lupique? Il faut savoir que la biopsie rénale est une image histologique instantanée quand il s'agit d'un lupus. C'est une image histologique instantanée au cours d'un processus dynamique. Ça veut dire la biopsie, quand on la fait à heure zéro, elle ne reflète l'état du rein qu'à ce moment-là. Et ce n'est pas une entité histologique stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois notre patiente va faire une poussée lupique, elle aura besoin probablement d'une biopsie itérative, une nouvelle biopsie qui va nous renseigner sur l'image ou l'état actuel du rein. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la néphropathie lupique, nous assistons à des transformations histologiques, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Une classe 1 peut passer en classe 4, une classe 4 pour revenir à une classe 3, une classe 4 peut évoluer à une classe 6. Ainsi, nous pouvons nous poser la question, quand faut-il faire la biopsie rénale? Au début de la maladie lupique sans atteinte rénale? La réponse serait non. On ne biopsie pas systématiquement une patiente lupique qui n'a pas d'atteinte rénale. Est-ce qu'on va biopsier une patiente lupique avec atteinte rénale qui a présenté une amélioration clinique mais qui a une protéinurie persistante? La réponse serait oui, parce que on a pu contrôler la maladie lupique mais pas l'atteinte néphrologique, et une reconsidération du diagnostic peut être faisable. Faut-il biopsier une patiente présentant un syndrome néphrotique persistant ou récidivant? La réponse serait oui. Faut-il biopsier une patiente présentant une détérioration de la fonction rénale après une amélioration rénale? Évidemment oui, parce que ça peut témoigner d'une nouvelle poussée lupique. Enfin, faut-il faire une biopsie systématique à la fin du traitement d'induction, ou 6 mois après le début du traitement? La réponse est non, parce qu'on ne fait pas des biopsies protocolaires. On ne biopsie pas systématiquement. On est dans une procédure d'épargne de biopsie, puisqu'on sait que ces patientes peuvent avoir besoin dans leur vie de plusieurs biopsies rénales, puisque c'est une pathologie qui évolue par poussée-rémission. Maintenant, nous allons voir la classification de la néphropathie lupique. Comme j'ai dit précédemment au début de ce cours, la classification de la néphropathie lupique ne peut se faire que grâce à l'histologie rénale. De ce fait, la biopsie rénale est le seul élément capable de nous donner un diagnostic histologique d'une part, et surtout de classer l'atteinte rénale au cours du lupus. Quelles sont les objections d'une classification? Les objectifs d'une classification
et d'améliorer la qualité de communication entre anatomopathologiste et néphrologue clinicien. Autrement dit, pour les anatomopathologistes, c'est de traduire des images statiques instantanées en description ou expression descriptive. Et pour les néphrologues cliniciens, c'est d'employer ces expressions pour aider à développer une image composée d'une maladie en évolution. Tout cela va permettre de fournir une structure logique pour la catégorisation des groupes de patients, pour les études épidémiologiques, pour le pronostic et les interventions thérapeutiques. Et aussi, ça va aider à la gestion clinique des patients différents en termes de prise de décision thérapeutique et de pronostic. Mais ce qui est le plus important pour une classification, et surtout dans le cadre d'une néphropathie lupique, c'est de permettre à tous les praticiens de parler le même langage et de s'exprimer de façon identique, puisque nous ne sommes pas un seul praticien ou une seule spécialité à s'occuper de la néphropathie lupique ou du lupus en général. Il y a les médecins internistes, il y a les dermatologues, il y a les rhumatologues, il y a les néphrologues, il y a les anatomopathologistes. Donc, ça nous permettra d'avoir le même langage et de stadifier les patients et d'avoir une idée exactement de ce qu'on veut dire pour chaque patient. Alors, quelle est la classification de la néphropathie lupique? La classification qui est toujours d'actualité, date de quelques années, plus de 15 ans, c'est la classification de la Société internationale de néphrologie qui a permis de classer la néphropathie lupique en 6 classes. Ce sont des classes et pas des stades. Ça veut dire que ce n'est pas, l'évolution ne se fait pas d'un stade 1 en gravité en stade 2, mais ce sont des classes. Alors nous avons la classe 1 où on parle de néphrite lupique mésangiale minimale, dans laquelle, comme vous le voyez en optique, l'image en haut à gauche, on voit un glomérule strictement normal, avec uniquement 2 dépôts mésangiaux en immunofluorescence. Pour la classe 2, qu'on appelle néphrite lupique mésangiale proliférative, en plus des dépôts observés en immunofluorescence, sur l'image en bas en vert, c'est que nous avons une prolifération mésangiale importante. Et si vous comparez l'image du glomérule en haut et du glomérule en bas, vous voyez que les anses capillaires sont plus élargies, moins d'infiltrats, moins des cellules sur la première image du glomérule comparativement à la deuxième image. Donc ça, c'est une néphropathie lupique classe 1 où nous avons un glomérule normal, aucun dépôt ni endo ni extracapillaire, aucune prolifération, avec uniquement des dépôts visibles en immunofluorescence. Et ce sont des dépôts mésangiaux qui reflètent ces dépôts dans l'axe mésangial, comme on l'avait vu dans la pathogénie initiale. Classe 2, là vous voyez qu'on a une prolifération mésangiale avec des cellules qu'on ne voit pas en optique de façon importante, une hypercellularité mésangiale, et des dépôts qui sont beaucoup plus abondants en immunofluorescence, et ce sont toujours des dépôts mésangiaux, ce qui correspond à des dépôts et la présence des complexes humains de façon plus abondante dans le mésangium, comme on l'a précisé dans la pathogénie glomérulaire de la néphropathie lupique. La classe 4 de la néphropathie lupique, c'est ce qu'on appelle la... Donc ça, c'est une glomérulonéphrite lupique segmentaire. On voit très bien l'abondance des dépôts sur cette image-là qui vont se déposer en sous-endothéliaux, donnant un aspect en wire loops.
classe 4, c'est la néphrite lupique diffuse. Ça veut dire diffuse, ça veut dire qu'elle touche plus de 50% des glomérules existants sur la coupe, pouvant être segmentaire touchant quelques segments ou global touchant toutes les anses capillaires sur un glomérule, pouvant être active ou inactive, et dans la classe 4, qui est la forme histologique la plus fréquente au cours de la néphropathie lupique, on voit très bien qu'on a 6 sous-groupes très difficiles à retenir pour vous. La raison pour laquelle je vous dis de retenir uniquement la première définition de la néphrite lupique diffuse sans retenir les sous-classes. Sur l'image suivante, vous voyez une prolifération lupique, une glomérulonéphrite lupique proliférative. Alors, sur cette seule image, vous ne pouvez pas dire si c'est une classe 4 ou 5 parce que vous avez un seul glomérule. Mais pour pouvoir dire s'il s'agit d'une classe 4 ou 5, il faut que vous ayez toute la carotte avec tous les glomérules existants sur la carotte et savoir si le nombre de glomérules avec prolifération est supérieur à 50% des glomérules existants sur la coupe ou pas du tout. Là, sur ce schéma, on voit très bien la prolifération endocapillaire associée à une prolifération extracapillaire, comme vous le voyez en gris. On voit qu'il y avait une telle lésion active, telle que la nécrose glomérulaire représentée en rouge, avec des thrombis et des anses capillaires qui ont créé une rupture au niveau de la barrière de filtration glomérulaire, passage des éléments inflammatoires circulant dans la chambre urinaire et qui ont entraîné la prolifération des cellules extracapillaires, c'est-à-dire les cellules épithéliales de la capsule de Bowman. La 5e classe correspond à la néphrite lupique extramembraneuse, qui correspond à des dépôts humains extramembraneux pouvant être segmentés ou globaux, visibles en optique mais surtout en immunofluorescence. La classe 5, qui est la glomérulonéphrite extramembraneuse, peut être isolée, peut être pure ou associée à une classe 3 ou une classe 4. Enfin, la 6e classe, qui a été rajoutée par cette classification de l'ISN, a défini la néphrite lupique sclérosante avancée et a donné une définition bien précise qu'il l'existence plus de 90% des glomérules complètement sclérosés sans aucune activité résiduelle, et l'existence de ces 90% des glomérules invite à arrêter tout traitement immunosuppresseur. Donc ici, vous voyez très bien la glomérulonéphrite lupique classe 5 avec des dépôts extramembraneux, peut-être très peu visibles en optique, mais vous voyez un épaississement de la membrane basale glomérulaire. Beaucoup plus évident sur ces schémas où je les représente sous forme des petits points rouges sur la membrane basale glomérulaire sous forme de spicules à ce niveau-là. En plus de la classification habituelle, nous devons, sur une biopsie rénale, reconnaître et quantifier le nombre des lésions actives et les lésions chroniques, et vous devriez connaître par cœur les différentes lésions actives et les lésions chroniques. Et ces signes d'activité et de chronicité sont importants pour donner une idée sur l'évolution et le pronostic de la maladie. Cette évolution et ce pronostic qui sont très variables d'une patient à l'autre. Il faut savoir que la néphropathie lupique dans notre pays est caractérisée par l'existence de la classe 4 de la classe 4 très proliférative, pouvant être active ou chronique selon le moment du diagnostic de la patiente. La probabilité de survie au cours du lupus est évaluée sur la base du type d'organe atteint. L'atteinte rénale et l'atteinte neurologique sont les atteintes les plus sévères auxquelles se rajoute l'atteinte cardiaque. Le fait que la néphropathie lupique évolue par poussée-rémission fait que la patiente
même après une rémission initiale, à tout moment peut présenter une nouvelle poussée pouvant mettre en péril la survie rénale. Bien sûr, la forme 3 et 4, la classe 3 et 4 sont de moins bons pronostics. Les indicateurs de mauvais pronostic sont la persistance d'une protéinurie d'ordre néphrotique, le sédiment urinaire actif, l'insuffisance rénale au moment du diagnostic de la maladie avec une créatinine supérieure à 30, les signes d'activité supérieure à 7 avec le ratio, les signes de chronicité supérieure à 3 et la prolifération extracapillaire. Comment on traite la néphropathie lupique? Dans le cadre de la néphropathie lupique, il faudrait d'abord se fixer nos objectifs thérapeutiques qui sont au nombre de 3. D'abord, obtenir une rémission rénale rapide. Et ça se fait au dépend d'un traitement dit d'induction. Une fois la rémission est obtenue, il faudrait éviter les récidives et c'est pour ça qu'on a besoin d'un traitement de consolidation. Enfin, un de nos objectifs principaux, c'est d'éviter l'insuffisance rénale, mais surtout obtenir ça au prix d'une toxicité minimale. Donc, pour traiter la néphropathie lupique, à côté du traitement de fond, nous avons toujours besoin d'un traitement symptomatique qui sont les mesures hygiéno-diététiques, éviter l'exposition au soleil puisque on pense que le soleil entraîne les poussées de la maladie, une suppression du tabac, l'exercice physique, éviter les oestrogènes dans une contraception efficace, en tout cas avoir une bonne hygiène de vie. À côté de ça, quand les patientes sont hypertendues, il faut les mettre sous traitement antiprotéinurique, des inhibiteurs d'enzymes de conversion, des antagonistes de l'angiotensin 2, des diurétiques s'il y a une surcharge hydrosodée, et enfin, un traitement plus spécifique qui sont les anticoagulants si on a un syndrome des APL et des statines si les patients présentent une hypercholestérolémie. Le traitement de fond repose sur plusieurs thérapeutiques. Je commence par l'hydroxychloroquine, les antipaludiens de synthèse. Et pour vous, je pense que c'est un traitement très d'actualité puisque vous entendez parler tous les jours dans l'épidémie que nous vivons dans notre pays. Donc l'hydroxychloroquine commercialisée sous le nom de Plaquenil a des actions anti-inflammatoires, immunosuppresseurs, photoprotecteurs. Il doit faire partie intégrale de tout arsenal thérapeutique chez une patiente lupique. À côté de ça, nous allons avoir d'une corticothérapie dont la posologie et les modes d'administration seront variables en fonction de type de l'atteinte rénale et de la classe histologique. Ça peut être une corticothérapie orale sous forme de prédnisone de 0,5 à 1 mg par kilo par jour, sans dépasser 60 mg par jour. Ça peut être sous forme de méthylprédnisolone à la dose de 10 à 15 mg par kilo par jour en bolus pendant 3 jours. Et toute cette corticothérapie s'introduit, on l'introduit selon un protocole bien précis. Ne pas oublier que la corticothérapie a des effets secondaires qu'il convient de rechercher et de connaître et de les expliquer aussi aux patientes. Et la corticothérapie seule n'est pas suffisante en cas de néphropathie lupique proliférative puisqu'on devrait avoir recours à des immunosuppresseurs. En chef de file, l'ancienne molécule, c'est le cyclophosphamide, commercialisé sous le nom d'Endoxan, qu'on peut introduire sous forme de bolus à la dose de 0,5 à 1 g par mètre carré pendant 6 mois, ou bien un bolus tous les 3 mois avec des doses beaucoup plus réduites, 500 mg par bolus, tous les 15 jours pendant uniquement 3 mois. Le cyclophosphamide est également connu pour avoir des effets secondaires nombreux, la cystite hémorragique, une atteinte hématologique, des aménorrhées avec parfois une stérilité secondaire chez la femme jeune et des azoospermies. L'azatioprine, l'humurel, est une molécule intéressante comme traitement de maintenance.
du même que le mycophénolate mofetil, qui est le Celcept, qui peut être utilisé comme traitement d'induction, mais le plus souvent utilisé dans notre contexte comme traitement de maintenance. Les traitements d'actualité, c'est la biothérapie. En chef de file, le rituximab, l'anti-CD20, qui est un anticorps humanisé monoclonal dirigé spécifiquement contre les lymphocytes P producteurs d'auto-anticorps. Le rituximab peut être administré selon un protocole bien élaboré et aujourd'hui, il n'est pas utilisé de première intention, mais surtout devant un lupus dit résistant aux corticoïdes et à l'endoxan ou un lupus réfractaire ou bien en cas de contre-indication à l'endoxan et au mycophénolate mofetil. Globalement, quelles sont les indications? Pour les classes 1 et 2, on peut se limiter aux antipallidiens de synthèse et la corticothérapie orale. Pour la classe 6, il est trop tard, on arrive après le feu, donc tout simplement des mesures symptomatiques et préparer la patiente à un traitement de suppléance extra-rénale. Pour la classe 5 pure, on peut proposer un traitement immunosuppresseur, également quand elle est combinée à la classe 3 et 4. Ce traitement immunosuppresseur pour les classes 3, 4 et 5 va se présenter en deux phases, un traitement d'induction dit d'attaque et un traitement de maintenance pour éviter les rechutes. Pour le traitement d'induction, nous allons toujours avoir besoin d'une corticothérapie à forte dose, le plus souvent des bolus de méthylprédnisolone à la dose de 10 à 15 mg par kilo par bolus pendant 3 jours, relayé par la corticothérapie orale à la dose de 0,5 à 1 mg par kilo par jour. Et après, à la fin des 5 ou 6 mois, on gardera un fond de corticothérapie de 7,5 à 10 mg par jour. Le cyclophosphamide se fera soit selon un protocole mensuel à la dose de 1 g par bolus, c'est un protocole NIH, ou bien sous la forme de 500 mg tous les 15 jours pendant 3 mois, c'est le protocole Orolupus. Donc le NIH, c'est le protocole américain qui fait appel à la corticothérapie en bolus relayée par 6 bolus d'endoxan mensuels à la dose de 1 g par jour, mais toujours adapté à la fonction rénale. L'Orolupus, comme son nom l'indique, c'est le protocole européen qui consiste à faire une administration d'une dose fixe de 500 mg d'endoxan tous les 15 jours pendant 3 mois. Au total, les patientes vont recevoir 6 bolus de 500 mg à 15 jours d'intervalle. Alors, contrairement au protocole américain, le NIH ou le protocole de l'Institut National of Health, ce protocole européen, Orolupus, ne semblait pas très efficace chez nous pour la population africaine et afro-américaine, raison pour laquelle nous l'utilisons très peu et nous préférons utiliser le protocole américain, le NIH. Une fois la rémission obtenue, nous allons opter un traitement de consolidation. Nous avons le choix soit d'administrer du cyclophosphamide tous les 3 mois. Nous aimons pas trop ce protocole parce que ça expose les patients à des fortes posologies de cyclophosphamide. Aujourd'hui, on préfère comme traitement de consolidation soit le mycophénolate mofetil à la dose de 1 g 2 fois par jour, ou bien l'azatioprine Lumurel à la dose de 2 mg par kilo par jour, en assurant la surveillance hématologique dans le cadre de l'azatioprine. Pareil pour le mycophénolate mofetil et en s'assurant qu'il y a une bonne tolérance digestive pour ce dernier. Enfin, après ce traitement adjuvant et ce traitement de consolidation, après ce traitement de consolidation et ce traitement d'attaque, il y a le traitement adjuvant, comme les traitements néphroprotecteurs, comme j'ai dit initialement, les bloqueurs du système rénine-angiotensine,
Le plaquenil doit faire partie intégrante, c'est un traitement de fond de la néphropathie lupique. Et si la patiente est au stade 6 de la maladie rénale chronique, il faut la préparer à un traitement de suppléance extra-rénale, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale ou la transplantation rénale. Je vous remercie de votre attention.